rouge. Jean Messia, merci d'être avec nous. C'était la manif de trop aujourd'hui ou pas? Non, parce que c'est un mouvement qui est très profond. C'est pas quelque chose de superficiel. En réalité, le nombre de manifestants importe peu. Peu importe les chiffres, c'est ça? Oui, non, peu importe les chiffres, parce que c'est le soutien de l'ensemble de la France au mouvement des Gilets jaunes. Et celui-ci n'a pas, pour l'instant, décliné de manière significative. Pas significative, mais qui tombait, si on regarde la tendance, en tout cas, après les annonces d'Emmanuel Macron. Les manifestants. Oui. Le soutien également, mais il reste massif. Il reste massif, on est quand même à 70%, ou 69%, ce qui est quand même un record. Donc, si vous voulez, le mouvement ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Et j'ajoute que les nombres qui ont manifesté aujourd'hui, c'est miraculeux, dans la mesure où, après l'attentat à Strasbourg, on a tenté d'instrumentaliser l'attentat pour faire peur aux gens, pour dire qu'il y a des menaces sécuritaires, etc., n'allez pas manifester. Vous ne pensez pas que c'était du bon sens, tout simplement, Jean Messia? Il y a eu également... Ne pas dire aux gens, n'allez pas dans les rassemblements, en tout cas, n'y allez pas samedi. Il y a une menace terroriste? Je pense que c'est un aveu d'impuissance, parce qu'il appartient à l'État d'assurer la sécurité des manifestants. Il appartient à l'État d'assurer la sécurité face à la menace terroriste, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs, la preuve qu'on a encore des attentats meurtriers. Donc c'est plutôt un mauvais signal que le gouvernement envoie à lui-même. C'est un autre sujet, vous ne pensez pas que le risque zéro n'existe pas? Non, mais le risque zéro n'existe pas à partir du moment où tout est mis en œuvre en amont pour lutter contre ça. Mais or, ce qu'on entend, c'est quoi? C'est les fichiers S, on ne peut rien faire. Les radicalisés, on ne peut rien faire. Comme pour le reste d'ailleurs, hein, pour le chômage, on ne peut rien faire. Pour la désindustrialisation, on ne peut rien faire. Le pouvoir d'achat, on ne peut rien faire. Donc en fait, c'est l'impuissance au gouvernement. On ne peut rien faire sur rien. Alors évidemment, c'est miraculeux qu'on ait, des attentats pas aussi fréquents, parce que les radicalisés qui courent dans les rues, il y en a plusieurs milliers qui sont surveillés. Donc les forces de l'ordre font ce qu'ils peuvent, et c'est à eux qu'on doit la sûreté de l'État et le fait que justement la menace est contenue, mais il n'y a pas de volonté politique pour circonscrire cette menace. Donc ajouter à cela les pilleurs, les casseurs dont on a matraqué sur les télés leurs méfaits, effectivement le nombre auquel on arrive aujourd'hui est un bon chiffre dans ce contexte. Je vais vous montrer justement l'évolution de ces chiffres. 290 000 personnes, c'était le 17 novembre dernier, 166 000 le 24 novembre, 136 000 le 1er décembre, 125 000 le week-end dernier. Et puis aujourd'hui, on arrive à 66 500. Et là, vous me dites qu'il ne faut pas se fier aux chiffres. Il ne faut pas se fier aux chiffres parce que d'abord... Parce que ça ne reflète pas la colère, c'est ça? Ça ne reflète pas la colère profonde dans le pays. C'est une colère qui n'est pas récente. C'est effectivement... On dit que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le vase, il est plein de quoi? Il est rempli de tous les méfaits d'une politique qui est appliquée depuis 1983 et le virage de la rigueur qui n'a pas changé. C'est une politique néolibérale et qui connaît une sorte de fuite en avant avec Emmanuel Macron, donc dans l'injustice fiscale, dans l'injustice sociale, dans la poursuite de l'immigration massive avec le pacte de Marrakech. En fait, tout ce qui a fait... Vous auriez pu mettre un gilet jaune? Pardon? Vous auriez pu mettre un gilet jaune? Bien sûr, oui. Vous avez un gilet jaune? Oui, j'ai un gilet jaune, oui. Ouais. Bien sûr. Je me sens solidaire de la colère de ce peuple. Et puis bon, c'est pas récent, c'est pas opportuniste. Je veux dire, j'ai maintes fois écrit, et mes écrits sont sur Internet, pour ceux qui veulent les consulter, j'ai maintes fois écrit et prévenu de cette colère sociale. Donc la gauche et la droite ont gouverné la France pendant 40 ans. Emmanuel Macron dit qu'il est à la fois à gauche et à droite, donc il cumule les échecs et de la gauche et de la droite. Et c'est ce qu'on regarde, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous ne buvez pas du petit lait en ce moment, le Rassemblement national. On a l'impression que s'il y a bien un parti qui profite de cette colère, c'est bien le Rassemblement national. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que cette colère, il faut qu'elle se politise d'une certaine façon, parce qu'il n'est jamais bon qu'une colère populaire reste sans se cristalliser sur un message politique. Ce qui veut dire que vous allez aider le mouvement à se structurer? On n'aide pas le mouvement à se structurer dans la mesure où... Vous avez peut-être déjà commencé? On n'a pas initié ce mouvement, si vous voulez. Ce mouvement, tout le monde le dit, c'est un mouvement spontané, on est bien d'accord. Un mouvement spontané. Mais là, il est dans une deuxième phase. Le fait que les gens qui manifestent se retrouvent... Enfin, écoutez, prenez le manifeste produit par les Gilets jaunes et comparez-le... Avec les revendications. Et comparez les revendications au projet présidentiel que porte le Rassemblement national depuis un certain nombre d'années. Vous verrez qu'il y a énormément de points communs. En revanche, c'est le miroir inversé de toute la politique que porte Emmanuel Macron. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une réaction, mais à 180 degrés par rapport à tout ce qui est fait, tout ce que fait Emmanuel Macron depuis 18 mois. Je termine en disant que les annonces qu'a faites Emmanuel Macron sont des annonces qui ne sont pas destinées aux Gilets jaunes. Ce sont des annonces. Elles sont destinées à qui alors? Ils sont destinés à retourner l'opinion en sa faveur
pour que l'opinion lâche les gilets jaunes. Et pour vous, ça a marché, on les voit, bien sûr, cette hausse de 100 € des revenus pour les personnes au SMIC, annulation de la hausse de la CSG pour les petites retraites, c'est-à-dire des personnes à moins de 2000 €. Typiquement, ce que la hausse, on a dit que c'est la hausse du SMIC, c'est pas la hausse du SMIC, c'est la hausse de la prime d'activité. Oui, d'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dire que tous les smicards vont en profiter, c'est faux. Parce qu'en réalité, il ne vous a pas échappé que le système fiscal français c'est pas un système individualiste, individualisé, c'est un système de foyer fiscal. On est d'accord, mais est-ce que ce n'est pas un premier pas? Est-ce que ce n'est pas, comme dans toute négociation, entre guillemets, bien entendu, un premier pas vers le dialogue, vers un début de négoce? Je sais pas, non? Ce n'est pas un premier pas vers le dialogue, c'est une entreprise qui consiste précisément à retourner la classe moyenne pour désolidariser le peuple français du mouvement des Gilets jaunes et continuer à pouvoir gouverner comme avant. Il n'y a aucun virage social. Le cap libéral d'Emmanuel Macron sera gardé. Pour preuve, la réforme des retraites qui arrive, la réforme de l'assurance chômage, tout ça, ce sont des réformes d'obédience libérale. Emmanuel Macron, après ces annonces, est bien droit dans ses bottes. Allez, le point sur la mobilisation qui est en baisse dans un instant avec Antoine Messon, mais j'aimerais avoir avant cela votre réaction, Pierre Jouvet. Ma réaction, c'est que déjà, effectivement... À qui profite ce mouvement des Gilets jaunes? Je sais pas à qui il profite. On n'a pas l'impression qu'il profite au PS en tout cas. En tout cas, mais plutôt au Rassemblement National ou plutôt aux Insoumis, non? Mais s'il profite pas au PS, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, il y a une colère sociale dans ce pays et cette colère, il faut y répondre. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé devant plus de téléspectateurs que pour la finale de la Coupe du Monde. 23 millions. C'est dire l'attente, mais c'est dire l'échec. C'est dire l'échec aujourd'hui. Vous pouvez déjà le mesurer aujourd'hui? Mais évidemment. Quand on interroge les députés La République En Marche les uns après les autres, quand on interroge et qu'on voit les ministres, personne ne sait dire concrètement comment va se mettre en place ce mécanisme de l'augmentation des 100 €. Ça, c'est surtout Bercy. Oui, mais c'est Bercy qui bloque. Parce qu'une fois encore, c'est Bercy qui décide. Ouais. Eh bien, les Gilets jaunes, ils disent Bercy qui décide, il y en a marre. Bercy qui décide, c'est fini. On veut reprendre notre destin en main. Parce que quand on dit devant 23 millions de téléspectateurs, messieurs, dames, on va vous augmenter votre salaire de 100 €, c'est un mensonge, parce que ce qu'on va donner en plus de ça, dans la main des uns, on va le piquer dans la poche des autres. Parce qu'il n'y a pas d'argent magique. L'argent, il ne va pas tomber du ciel demain. Et s'il fait de la défiscalisation en désocialisant, c'est-à-dire qu'on défiscalise les heures supplémentaires par exemple, on baisse les cotisations sociales, mais qui paye? Qui paye tout ça? C'est les impôts de demain, c'est le déficit d'après-demain, et c'est donc... à l'inverse de la politique que tenait le président de la République en disant « je ne veux pas que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants qui payent ». Là, il a vu une colère à laquelle il n'a pas su répondre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il applique les vieilles méthodes. Aujourd'hui, moi, ce que je crains, c'est que là, il y a un essoufflement parce que les Français ont pu avoir peur. Deuxièmement, parce que la météo a pu jouer. Troisièmement, parce qu'on arrive à quelques semaines de Noël et que ça fait 5 semaines. Et encore. 5 semaines qu'ils sont mobilisés. Ça fait 5 samedis, mais ils sont mobilisés depuis bien plus longtemps que ça. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer à la rentrée au 1er janvier? Quand monsieur et madame X, ils vont recevoir leur salaire, quand ils seront au SMIC et qu'ils n'auront pas l'augmentation du SMIC, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'ils auront en plus l'espace psychologique sur l'impôt à la source. Et bien ça va être quoi? Ça va être encore une fois une trahison supplémentaire. Le président de la République, Emmanuel Macron, n'est pas à la hauteur de cette crise. Il n'est pas à la hauteur de cette crise parce qu'il ne connaît pas la France. C'est la première fois que je vois le PS et le RN parler du même bois. Parce que par exemple, excusez-moi monsieur, juste un instant, je ne suis pas d'accord sur un aspect que vous avez évoqué. Moi, j'ai vu les Gilets jaunes, je suis allé les voir sur leur rond-point, j'en ai reçu. Le pacte de Marrakech, le lien que vous faites avec l'immigration, je crois, je vous le dis, qu'il est malsain. Non, il n'est pas malsain. Non seulement il est malsain, c'est dans les revendications, monsieur. Et en plus de ça, dans ses revendications. C'est pas dans les revendications. Si, lisez le manifeste des Gilets jaunes. Non, mais la revendication, ils veulent arrêter l'immigration massive et incontrôlée. Si, parce que l'immigration, l'immigration que vous voulez caricaturer. Non mais écoutez-moi. Non, je vous ai laissé parler pendant 8 minutes. Écoutez-moi. Oui, mais vous parlez depuis 2 heures. Non, je vais vous expliquer. Laissez-moi parler. Je vous respecte, vous me respectez. Je vous laisse parler, vous me laissez parler. Oui, tout à fait, mais... Donc c'est mieux comme ça. Non, mais parce que vous donnez des grandes leçons sur tous les sujets dans la vie, mais ayez le respect... Sur l'immigration, Pierre Jouvet. Allez, Pierre Jouvet. Vous parlez depuis 2 heures, donc, Pierre Jouvet, allez-y. Je parle depuis 2 heures. Sur l'immigration, Pierre Jouvet, allez-y. Sur l'immigration, vous agitez des peurs qui sont infondées. Bien sûr. Ces peurs infondées, elles font que les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, ils n'ont pas des difficultés de fin de mois. Que un monsieur qui s'appelle Ludovic, qui m'a écrit là il y a un instant sur Facebook,
qui me dit merci pour ce que vous dites, parce que moi, depuis ce matin, je suis à découvert. Il n'est pas à découvert à cause des Arabes dans ce pays. Mais qui a dit il n'est ça? pas à découvert à Mais cause qui de a dit l'immigration. ça? Alors arrêtez Mais qui a d'agiter dit- les peurs. qui a- C'est vous qui Non, le non, dites. mais Vous dites arrêtez que ça. avec vos leçons de morale. Vous dites que ça. Vous Non, êtes- non, vous êtes des une leçons gauche de qui a morale, abandonné vous le peuple donnez- français. non, mais- Si aujourd'hui le non, peuple mais français le est dans la peuple rue, français, je c'est sais parce pas que si vous le avez peuple préféré français est abandonné. un immigrationnisme En tout cas, massif monsieur, et moi, ce que je sacralisé vois, c'est que vous tenez- au détriment vous du tenez- peuple français vous qui tenez aujourd'hui des propos manifeste. qui sont C'est ça la des vérité. mensonges. C'est ça la Vous voulez vérité. mettre dans la bouche des gilets jaunes. Non, non, j'ai Laissez-le pas dit répondre, ça. s'il vous plaît. Pierre Jouvet. J'ai pas dit ça. Laissez-le répondre, Pierre Vous êtes Jouvet. un immigrationniste patenté. Bien sûr. C'est vous qui avez organisé ce chaos migratoire, ce cafarnaum qu'on a aujourd'hui en France, Quel chaos et qui fait migratoire? qu'aujourd'hui, De quoi parlez-vous? les Français se De quoi sentent parlez-vous? étrangers dans leur propre De quoi pays. parlez-vous? C'est ça la vérité. C'est Et si vous aviez le courage, vous et vos semblables, vous organiseriez un référendum sur l'immigration. Et là, Mais on un verra. référendum pour poser quelles questions? Pour poser quelles questions? Pour ou contre Vous parlez la des poursuite fichiers de la politique Mais migratoire. La politique migratoire, combien de migrants? Politique migratoire, combien d'immigrés rentrent dans notre pays chaque année? Mais Combien 500 000. Mais vous voyez, 500 000. vous racontez, Un vous prenez demi-million des chiffres, d'immigrés vous chaque faites année. peur aux gens. Un demi-million Vous êtes d'immigrés. un imposteur. 5 millions Vous faites d'immigrés peur tous aux les gens. 10 ans. Tout ça Bien est sûr, faux. c'est beaucoup La moins. revendication, Non, non, c'est le 500 000. pouvoir- L'ego, Non, c'est 500 000. La revendication, c'est le pouvoir d'achat. C'est les la deux, revendication, monsieur. c'est d'être Je entendu. n'établis pas de rapport, La mais ce sont les revendication- deux. Allez, messieurs. La revendication, Les ce deux. n'est pas de faire Les croire deux. que Allez, l'étranger est la cause des problèmes de Vous ce êtes un pays. idéologue et vous êtes très. Non, non, moi, je suis pas Allez, un cette idéologue. bataille, Vous êtes un messieurs, idéologue. messieurs, Non, s'il vous plaît. vous êtes Et un votre idéologue. courant Moi, j'ai pas de politique est leçons à responsable de recevoir. ce qui se passe. Moi, j'ai pas de leçons à Jean-Messia, recevoir. Pierre Jouvet, de s'il vous votre plaît. part, En tant que Parce que socialiste, moi, vous je avez suis toutes les leçons à élu. recevoir. Moi, je suis élu Vous par êtes les peuples. responsable de ça. Vous avez Messieurs, gouverné s'il la vous France. plaît. Non. Allez. Vous avez gouverné la France Non, mais et y a vous êtes pas de responsable de leçons à ça. recevoir. Nous, on n'a jamais Non, gouverné. monsieur. Allez, on Vous, fait vous le êtes point avec con. Mathilde Vous êtes- Oudénéo, vous qui est êtes conseiller en con. communication Vous êtes dans con. un instant, Oui, oui, messieurs. oui, la catastrophe, Mais on a avant cela, je gouverné demande un aujourd'hui, petit c'est peu à de cause de calme qui et on va faire le point sur ce 5e acte des Gilets jaunes et cette mobilisation en baisse. Antoine Besson. Oui, les politiques qui ont gouverné la France pendant Oui, 40 ans. On a compris votre Voilà. cinéma. Donc le PS. On a compris votre cinéma. Non, non, c'est pas le cinéma, c'est Si. la réalité historique. Non, mais c'est votre cinéma. Non, non. C'est tous les partis depuis 1958. Non, non, Le PS a depuis fait des choses 1981. bien, comme des choses Depuis moins bien, 1981. même avant. Le sujet n'est pas là. Mais c'est un mouvement protéiforme. Exactement, c'est un mouvement totalement protéiforme. Et les demandes étaient multiples. Donc ça, c'est à la fois la force du mouvement de pouvoir finalement concentrer des demandes, des revendications extrêmement multiples, sa sociologie et Sa son force, maillage. c'est aussi sa faiblesse. C'est ce qui peut C'est faire sa ça. faiblesse. Donc il y a un maillage territorial, hein, cette inscription dans le territoire, dans des grandes villes, dans des plus petites villes, qu'on ne voit peu en effet dans les médias. Dont Mais on ne parle pour jamais. pouvoir durer, ça va être aussi une question à se poser. Qui peut prendre la parole? Aujourd'hui, qui sont les porte-paroles légitimes? Au nom de qui parlent-ils? Et qui représentent-ils à part eux-mêmes? Ça va être des On a questions. vu notamment Maxime Nicole ou encore Elisa Voilà, Lubowski, qui est-il? l'après-midi Et à au Opéra. regard de ces propos insupportables qu'il a tenus, justement, Ouais, comment sur les peut-il attentats. prétendre avoir toute cette résonance médiatique? Ça, c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Jean-Messia. Il y a effectivement une quarantaine d'années maintenant, encore une fois, parce que ce mouvement-là, il ne sort pas de nulle part. C'est ça que je veux expliquer. C'est pas quelque chose qui date d'il y a 18 mois. C'est le résultat. D'ailleurs, quand vous parlez avec les Gilets jaunes, ils vous le disent, c'est un ras-le-bol qui dure depuis des années. Il a décidé maintenant de s'exprimer comme ça, parce que depuis 40 ans, nous avons effectivement des politiques qui veulent dissoudre la France et qui veulent dissoudre les Français dans la mondialisation. Mondialisation commerciale d'un côté, avec des concurrences déloyales qui ont laminé nos territoires, les ont désindustrialisés, les ont désertifiés. Et immigration, je dirais, Parce que vous avez mondialisation migratoire. Vous avez un programme keynésien? Vous allez faire du Non, nous sommes pour, Keynes, nous sommes pour un État Rassemblement stratège, national. nous Ouais. sommes pour un État stratège, un État qui protège. Le propre de la puissance est de protéger, disait Pascal. Oui. Là, aujourd'hui, nous avons un État qui ne protège plus. Il faut Mais protéger. concrètement, quand on dit concrètement, protéger, c'est d'argent, j'imagine. rétablir. Non, non, pas nécessairement. D'abord, l'aménagement du territoire. Quid de l'aménagement du territoire? Aujourd'hui, nous avons une politique qui est totalement bancale, une cote mal taillée qui privilégie les métropoles, qui privilégie la politique de la ville, au détriment de la ruralité, qui voit ses services publics partir, ses casernes fermées, de gendarmerie, de pompiers, ses hôpitaux, ses maternités. Ça, tout le monde est ses d'accord. Vous écoles. avez une solution miracle? D'accord, non, mais il faut remettre de l'activité. Donc il Et faut, de l'argent. Il faut un plan de y revient. réindustrialisation. On y revient à Il l'argent, faut Jean-Messia. protéger. Ouais. Ça sert l'argent, on en a mis de l'argent. La politique de la ville a absorbé des milliards sur les 20 dernières années. C'est parti où cet argent-là? C'est quoi? On a de l'argent, mais il faut mieux la Voilà. gérer. Donc fermer Non. les frontières Mais on personne va ne faire parle de rentrer fermer de les l'argent. frontières, Mais alors, attendez. mais qu'est-ce que vous racontez? Très franchement, attendez, très franchement, si la monsieur. suppression des Très frontières. franchement, Attendez, vous êtes mais déjà allé. Je peux vous poser Non, une mais question? Vous êtes déjà allé dans un Non, mais territoire rural oui. parce que vous parlez Oui, de quelque je suis chose. même présenté aux législatives à un territoire rural. Donc, Vous parlez de quelque chose que vous n'avez l'air de ne pas connaître. mais si, je la connais Non, non, mieux que vous vous, faites monsieur, du- parce non, que vous, non. Non, moi, monsieur, écoutez-moi. Vous représentez, Écoutez-moi bien. vous représentez les petits bobos. Je vais vous dire les une petits chose. bobos, Maintenant, les petits bobos des je vais- centres-villes parisiens, c'est eux maintenant. Maintenant, Et- écoutez-moi. Oui, je vais c'est vous ça, dire c'est une eux chose. qui votent pour vous. Je vais vous dire une Et chose. uniquement eux. Pierre Écoutez-moi Jouvet, bien. d'accord. Moi, je suis élu dans la Drôme. Ouais. J'habite dans une Oui, ville à d'accord, Saint-Vallier. ça veut rien dire, J'y ça. habite, j'y vis.
j'y suis élu. Je n'ai aucune leçon à recevoir de la part d'un bourgeois du Rassemblement national qui est un espèce de facho. Parce que la vérité, monsieur, un facho, dans vos écrits, comme dans vos paroles. Alors écoutez-moi. On va revenir sur le sujet. On va revenir sur le sujet, sur la question des territoires ruraux. C'est vous le facho. On va revenir sur le sujet. Mais moi, je parle sur le ton. Le fasciste qui a fait aboutir la France à cette situation-là. Allez, s'il vous plaît, messieurs, il reste une petite minute. J'aimerais entendre Mathilde Obino. Mathilde Obino, allez. On disait que justement c'était un mécontentement populaire qui date depuis longtemps, en effet, depuis des années, cette France qu'on entend peu, en effet, mais finalement ils ne sont pas allés chercher de l'aide auprès des politiques. Et les politiques, comme les syndicats, ils arrivent dans un second temps et ils tentent tant bien que mal, alors soit de récupérer ou tenter finalement de s'inscrire aussi face à ces revendications. Donc ça c'est important, il y a une crise de la représentativité aussi. Les syndicats... Également, ça va être intéressant de voir parce qu'on s'inscrit dans l'agenda des Européennes. C'est dans quelques mois. Et comment, finalement, les Gilets jaunes, ce mouvement, cette médiatisation, va pouvoir cristalliser l'attention et comment cette tendance de fond, les politiques vont pouvoir apporter une réponse. Et ça, c'est une question qui est importante. Et pour le moment, l'opposition, comme le gouvernement, justement, ils tentent de s'inscrire, mais dans un second temps. Ils sont dans la réaction. Jean Messia, vous avez 20 secondes. Aujourd'hui, le problème, c'est que la France n'arrive plus à créer suffisamment de richesses. Donc pour créer des richesses, il faut alléger les charges des entreprises pour faire de la compétitivité et faire payer cet allègement de charges par la concurrence déloyale, par tous ceux qui profitent de la France et qui payent de la France pour que nos entreprises soient compétitives et qu'on recrée de l'activité, qu'on recrée de l'emploi pour recréer des recettes publiques supplémentaires. Allez, une courte pause. Promis, on reparle d'économie dans un instant, mais on parlera également de ce dialogue. Est-il définitivement rompu ou pas? Cette crise de légitimité, on y revient dans un instant sur CNews. À tout de suite. Les aspirations populaires qui s'expriment à travers le monde entier. On a assisté au fameux take back control des Britanniques avec le Brexit. Il y a eu Make America Great Again de Donald Trump. Il y a un réveil des peuples, un réveil des identités. Ces gilets jaunes, ce sont les mêmes électeurs que de Donald Trump? Bien sûr. Ceux qui ont voté pour le Brexit? Exactement. Ouais. C'est cette France qui aspire à rentrer dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau modèle politique. Le 5 étoiles en Italie? 5 étoiles en Italie exprime aussi son refus de la mondialisation précédente à sa façon. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une période de transition où il y a un monde qui s'achève, que représente Emmanuel Macron, qui veut pratiquer une fuite en avant, et un monde qui est en gestation, qui veut reprendre le contrôle de son destin. Et je pense que le référendum d'initiative citoyenne permettrait aux citoyens... Alors, juste un chiffre. Au premier tour de la présidentielle... Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire ceux qui refusent le système en place, ont représenté 48% des votes. D'accord ? Ils ne sont représentés que par 4% des députés. Vous vous rendez compte? Arriver à la fameuse proportionnelle, bien entendu. Voilà, non mais 4% des députés, d'accord. L'agrégat d'ectoplasme que l'on appelle la République en marche à l'Assemblée nationale est la majorité la moins bien élue dans toute l'histoire des élections législatives, avec 57% d'abstention. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, nous avons un vrai problème de représentativité de la population, auquel s'ajoute ce que disait le représentant du parti du passé et du passif il y a un instant, auquel s'ajoute évidemment l'abandon des élites, l'abandon du peuple français par ses élites, et effectivement la volonté de dissoudre, je pèse mes mots, et la France et les Français dans cette espèce de grand marché mondialisé, avec une mobilité totale du capital, des capitaux, et une mobilité totale du travail, les êtres humains n'étant plus que des êtres interchangeables. Un peu comme ça s'est passé en Allemagne, il manque 2 millions de Syriens, 2 millions d'Allemands, remplaçons-les par 2 millions de Syriens, il n'y a pas de problème, c'est juste un facteur de travail, un facteur économique. Nous nous opposons formellement à cette logique, nous croyons en l'identité des peuples, et le monde n'est riche que de sa diversité. Alors l'expérience politique des citoyens s'est diluée au fur et à mesure des années, puisqu'on a une appréhension extrêmement verticale de la politique, et les citoyens, on les convoque de temps en temps, alors tous les 5 ans pour les présidentielles, et puis à des échéances régulières pour voter. Donc en effet, ça peut être intéressant pour les citoyens de pouvoir s'impliquer davantage justement dans une démocratie participative. Ce qui est intéressant toutefois, c'est de noter que les Gilets jaunes, tous ceux qui ont manifesté, se sont adressés au chef de l'État. Donc ils reconnaissent finalement la grandeur, ce que représente le président de la République.
Et au sortir de l'échange avec Édouard Philippe, ils ont dit, on espère qu'on sera entendu par le chef de l'État. Ils ont perçu le Premier ministre justement comme un messager pour pouvoir porter leurs doléances, leurs revendications dans un champ extrêmement large, sur des sujets sociétaux, politiques, institutionnels, économiques aussi. Donc il y a à la fois la figure du chef de l'État qui est importante, qui justement a ce pouvoir d'inscrire dans une durée, de pouvoir faire évoluer les choses, et aussi cette volonté de s'inscrire davantage dans l'espace public. Donc il y a ces deux champs, ces deux regards, ces deux manières aussi de s'inscrire dans l'espace public et de redonner chose à la politique, à la vie dans la cité, qui finalement est préemptée uniquement par les élites, par ceux qui ont les codes et ceux qu'on entend. Allez, j'aimerais attirer votre attention à tous les trois sur ce tweet de Christophe Castaner qu'on a vu rapidement, très tôt ce matin, venir saluer les troupes, les encourager. Et puis, il est réapparu ce soir via ce tweet. La nuit dernière, une 8e personne est décédée du fait de ce conflit. Les ronds-points doivent être libérés et la sécurité de tous redevenir la règle. Ça vous fait bondir ou pas, ça, Ça fait partie de la stratégie d'intimidation et d'instrumentalisation et de manipulation depuis le départ. Quelque part, il n'a pas raison. Mais attendez, quand il y a des mouvements comme ça, vous croyez que 1789 s'est passé sans aucun dégât et aucune victime? Malheureusement, sur le même plan, 1789 et 2018. Non, mais je veux dire, tous les mouvements sociaux, alors mai 68, auxquels appartiennent quand même un certain nombre de nos élites dirigeantes, ils en savent quelque chose. Donc, il n'y a pas eu de mort en mai 68. Si, il y a eu des morts et des blessés, et des centaines d'arrestations, et beaucoup de dégâts. Donc à partir du moment où il y a un mouvement populaire, il y a eu. À partir du moment où il y a un mouvement populaire, si vous voulez, c'est normal qu'il y ait genre des dégâts. Je voulais juste rebondir par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure sur la popularité, enfin en tout cas le symbole que représente le président de la République. Emmanuel Macron, son problème, c'est qu'il est détesté lui-même. C'est pas sa politique. Sa politique, bien sûr, elle n'est pas populaire, mais lui-même, en tant que personne, de par l'attitude qu'il a eue... Et on l'a senti dans les revendications, notamment. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, ce n'est plus un problème de politique ou de stratégie, c'est un problème de personne. Donc, il faut trouver une solution politique. La seule solution politique... Donc, peu importe ce qu'il va annoncer aujourd'hui, ce ne sera jamais assez. La seule solution politique qui consisterait à sortir de ça... SF ? Non, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale qui permettrait... attendez, c'est une solution constitutionnelle. Alors, je dis oula parce que je me mets à la place d'Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il y a eu ce genre, avec l'ampleur de mouvement populaire qu'on a connu, à chaque fois, c'est soldé par une dissolution de l'Assemblée nationale qui permette effectivement... comme disait notre cher poète national Victor Hugo, de remplacer le fusil, entre guillemets, par le bulletin de vote. Pierre Jouvet, c'est la solution? La dissolution? Non. Je veux revenir sur Ulrich. Ce n'est pas un élément qui peut tomber seul sec. Ce n'est pas la solution magique, ce n'est pas la solution miracle. Aujourd'hui, je crois que ce qui est à bout, c'est aussi ce système de, appelons-le comme ça, de monarchie présidentielle. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on pense qu'on va élire un roi, qui est le président de la République, qui a tous les pouvoirs et qui fait tout. C'est pour ça que les Gilets jaunes se retournent exclusivement vers lui. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus moderne. On est dans un monde beaucoup plus moderne qui doit être beaucoup plus réactif que ce qu'il est aujourd'hui. Le temps du Parlement est beaucoup trop long. Voter une loi, c'est beaucoup trop long. Prendre des décisions deviennent beaucoup trop longues dans notre pays. Donc, le référendum d'initiative citoyenne, moi, je pense qu'il doit être aussi couplé à une réforme et à une révision complète, du système constitutionnel français. Parce qu'aujourd'hui, on ne verra que des présidents de la République qui seront d'élection après élection dans des situations de blocage telles que Emmanuel Macron est en train de Mathilde Obino. Parce qu'Emmanuel Macron est dans une situation de blocage très fort. Vous parlez de temporalité. On est en effet contraint, à l'ère des tweets, de s'inscrire dans un temps extrêmement court. Et pour mener une politique, il faut s'inscrire dans le long terme. Et ça, on l'oublie bien trop souvent. Et ça a porté problème. Ça a fait débat justement à propos de la transition écologique parce qu'on n'est pas dans le court terme et ça ne se traduit pas dans la réalité des citoyens. Pour revenir à la personnalité d'Emmanuel Macron qui est contestée en effet, c'est lié aussi depuis plusieurs mois à des phrases malheureuses, des phrases qui se sont accumulées, mais qui ont été surmédiatisées aussi. Finalement, ces séquences-là ont été extrêmement médiatisées. C'est le cas. C'est la parole présidentielle. Quand on méprise le peuple, comme il l'a fait, qu'on est président de la République. Et il a reconnu justement dans son discours début de semaine. Je pense qu'il a malheureusement pour lui pas suffisamment reconnu et qu'aujourd'hui sa parole est totalement discréditée. Parce que ça fait quand même 18 mois que de manière vraiment inadmissible. Il balaye les Français, il les insulte à moitié. Enfin, on est dans un monde où le président de la République, en fait, excusez-moi l'expression, mais il a juste pris le melon.
C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé là, il s'est retrouvé président de la République et il a cru qu'il pouvait marcher sur l'eau et tout dire à tout le monde. On est dans un monde. Oui, il a été élu, mais comme il n'avait pas cette expérience du terrain. Vous savez, la différence entre un élu local et le président de la République, par exemple, c'est que moi, en tant que conseiller départemental ou en tant qu'élu municipal, on est à portée des citoyens. C'est ce que je dis de manière un peu cavalière, mais on est à portée de baffe. Moi, quand ça va pas, les citoyens viennent me dire, écoute, là, ça va pas, ça marche pas. Il y a un retour de bâton immédiat. Ouais. Le président de la République, les citoyens, c'est ce qu'ils disent aussi sur les ronds-points. C'est pour ça qu'ils parlent de ce RIC, de ce référendum d'initiative citoyenne. C'est qu'ils ne touchent jamais la décision d'en haut. C'est pas propre à Emmanuel Macron. Non, c'est pas. On en a beaucoup parlé, on le disait tout à l'heure, en 2007, et on se souvient changer les systèmes de la diatribe de Ségolène Royal et de l'ordre juste. Je crois que le problème n'est pas un problème d'institution. Je pense que nos institutions sont solides. Le problème, c'est ceux qui les incarnent. Ce sont ceux qui les incarnent. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, tous les 5 ans, les Français se cherchent un monarque républicain, mais en lieu et place d'un monarque républicain, à quoi ils ont droit? Ils ont droit à un nain. Un nain impuissant qui ne peut rien faire parce que mais alors reçoit demain, ses ça ordres. va changer, Jean Messia, si c'est la France Insoumise ou le Rassemblement National, ou Debout la France? Si c'est le Rassemblement National, bien entendu, parce que quand je dis un nain par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, à notre position dans l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne nous dicte tout. Et si Emmanuel Macron a mené toute cette politique depuis le départ, qui s'est traduite par une injustice sociale et fiscale profonde, c'est précisément pour remplir les caisses de l'État et rentrer dans les clous d'un déficit qui est dicté par Bruxelles. Et la pensée des Français est complexe. Pardon? C'est-à-dire qu'ils sont, effectivement, ils ont conscience qu'ils sont contraints par Bruxelles, et pourtant ils n'ont pas envie de quitter l'Europe. Mais personne ne parle plus de quitter l'Europe, mais il y a moyen aujourd'hui. J'ai l'impression que pour un présidentiel, il en a été question pendant un moment. D'accord, mais c'était 2017. Et depuis, si vous voulez, la situation a changé. L'Europe aujourd'hui, c'est pas l'Europe de 2017. Il n'y avait pas Salvini, il n'y avait pas Kurz, il n'y avait pas la très grande faiblesse d'Angela Merkel qui a annoncé. Vous n'avez pas l'impression que ces gens-là veulent sortir de l'Europe? Ces gens-là ne veulent pas sortir de l'Europe, mais grâce au fait qu'ils sont sur la même longueur d'onde politique que nous, on va pouvoir construire une autre Europe, une Europe plus respectueuse des États-nations et plus respectueuse des libertés nationales. C'est ça la différence. La liberté est toujours quelque chose d'effrayant. L'équation est compliquée quand même. Hein. Pardon? L'équation semble assez compliquée quand même. Non mais d'accord, mais je veux dire, la liberté est compliquée, monsieur. Exercer sa liberté, c'est toujours plus compliqué que de rester dans le confort. Là, votre positionnement sur l'Europe, excusez-moi, ça navigue un peu au gré du vent. C'est-à-dire que vous avez changé d'avis sur l'euro comme sur l'Europe en l'espace d'un an et demi. Mais la position est quand même pas très claire. C'est juste la théorie des circonstances. Non mais Jean Messia, il me semble même que vous avez reparlé de l'écu. Mais vous m'attaquez tous les deux, je peux répondre. C'est la théorie des circonstances. Nous ne sommes pas comme vous qui depuis 83 sont verrouillés depuis le virage de la rigueur sur la même politique indépendamment des circonstances de chômage, d'inflation ou de désinflation, et on garde exactement la même politique verrouillée sur les mêmes objectifs. Nous sommes le parti d'une politique qui vise à tenir compte des circonstances. De l'opportunisme. Non, des circonstances. Et pour ça, nous ne sommes pas des idéologues. D'ailleurs, quand on représente 4,5% des votes, si vous voulez, on se fait un peu plus modeste. Faites-vous élire un jour dans votre vie, monsieur. Oui, non, mais quand un jour les électeurs... Un petit peu désinvolte et un petit peu hautain, quand on a le bilan et le passif qu'on a... Quand un jour les électeurs vous auront élu, quand vous aurez été élu par le peuple, vous viendrez donner des leçons. Non, je donne des leçons parce que votre parti a gouverné. Voilà. Allez, si vous me permettez, on va parler de ce 5e acte, mais cette fois-ci à vue de la province, une mobilisation qui là aussi a été bien moindre. On va faire le point sans plus tarder avec Justine Rex. Macron, t'es foutu! Les gilets sont dans la rue! Macron, t'es foutu! À Toulouse, près de 3500 gilets jaunes. Une manifestation plus calme que ces dernières semaines. Mais les échauffourées n'ont pas pu être évitées. En fin de journée, certaines vitrines de magasins étaient à nouveau brisées et quelques personnes ont été interpellées. Malgré l'intervention du président Macron, en fait, c'était que du vent, ce qu'il a proposé. Les gens, il faut qu'ils le comprennent. Il n'y a aucune réponse qui est satisfaisante. Voilà, donc il faut continuer. À Marseille, une mobilisation toute particulière. 3 manifestations différentes étaient organisées dans la même journée, celle des lycéens, de la CGT et des Gilets jaunes. Les 3 se sont rejoints pour défiler ensemble. Pourquoi pas se mettre avec nous et faire une manifestation globale pour qu'au moins Macron nous entende et il dise voilà, c'est un grave problème que la population soit dans la rue. Les Gilets jaunes de Stras en deuil, c'est l'une des rares affiches aujourd'hui à Strasbourg. Malgré l'interdiction préfectorale de manifester, une 60aine de personnes étaient rassemblées.
Les Gilets jaunes ont décidé de rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste de mardi dernier. Un moyen de continuer le mouvement tout en se recueillant. Voilà pour ce sujet signé Justine Rex. Je tiens à faire mon mea culpa avec vous. Jean Messia, puisqu'il y a bien eu 7 morts entre mai et juin 1968 et non pas. Et donc il y a bien eu des victimes, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pierre Jouvet, à propos des revendications, on en a beaucoup parlé. Il y a également tout un travail à faire avec les maires, j'imagine, sur le terrain. Oui, il y a un travail qui va devoir être fait sur le terrain, qui est un travail qui existe au quotidien. Dans les mairies, moi je veux rendre hommage aux maires des petites communes de France qui sont bien souvent seuls face à de plus en plus de contraintes. On a l'impression que ça ne remonte pas. Eux font remonter, mais on a l'impression que ça n'arrive pas jusqu'au gouvernement. Vous savez, les maires ruraux d'ailleurs, quand vous écoutez l'association des maires ruraux qui fait un très bon travail, ils le disent régulièrement. Ce que nous faisons remonter du terrain n'est pas suffisamment pris en compte. Je peux vous rejoindre sur un point tout à l'heure que vous disiez, sur la métropolisation du pays. Il faut mettre fin à cette métropolisation du pays. La France est une France en majorité rurale. Cette France rurale, elle doit prendre pied dans nos territoires. Et ça, c'est très fort dans le mouvement des Gilets jaunes, dans les lieux de vie, là où vivent les Françaises et les Français, et qu'ils puissent faire remonter leurs attentes, leurs aspirations et leurs besoins. Qu'on puisse remettre des services publics de proximité. Donc concrètement, ils ne vont pas quitter les ronds-points, contrairement à ce que demande Christophe Castaner. Je ne sais pas s'ils vont quitter les ronds-points, mais Christophe Castaner serait bien inspiré de ne pas vouloir donner de leçons en disant quittez les ronds-points, ne quittez pas les ronds-points. La liberté de manifester dans notre pays, c'est quand même un élément qui est absolument fondamental et moi auquel je suis en tout cas très attaché. Et c'est à lui de la protéger. Donc, et c'est en plus de ça à lui de la protéger. Mais donc, il insiste sur l'angle de la sécurité dans son tweet. Oui, bien sûr, j'entends qu'il a insisté sur l'angle de la sécurité. Il y a eu une 8e victime, il y a eu un 8e mort. Il y a eu 8 morts et c'est 8 morts de trop dans ce mouvement. C'est regrettable. Et c'est tout à fait regrettable. Et moi j'espère qu'il n'y aura plus de morts. Et vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Mais les forces de l'ordre font leur travail, le font au maximum. Que Christophe Castaner ne vienne pas mettre deux éléments sur un même point qui, moi, me semble assez détestable. Mathilde Aubineau, quel avenir pour ce mouvement ? Alors ça, c'est une question en effet qu'on peut se poser justement pour pouvoir perdurer, soit sur le champ politique ou aussi d'un point de vue citoyen. Il va falloir qu'il soit incarné, mais aujourd'hui, ces porte-paroles sont en effet contestés. Je ne sais plus le nom de celui, Maxime Nicole. Maxime Nicole, oui. Voilà, porte-parole très médiatisé, qui a tenu il y a quelques jours des propos abjects sur Strasbourg et qui se prend comme le porte-parole et qui va être extrêmement relayé. Donc ça, c'est une question justement. Qui sont les porte-paroles? Que représentent-ils si ce n'est eux-mêmes? Comment pouvoir conjuguer la multiplication des revendications? Ça va être important justement pour pouvoir s'inscrire dans la durée et ne pas s'essouffler. On arrive là à la période de vacances de Noël. Bien sûr, le mouvement va perdurer après, mais justement, quelles revendications, quel tronc commun, justement, quel va être le poids qui va relier l'ensemble des Gilets jaunes? Est-ce qu'on va aller vers quelle posture, vers quelle tournure pour pouvoir s'inscrire? Donc ça, il y a beaucoup de questions auxquelles les Gilets jaunes eux-mêmes devront répondre. Qu'est-ce que c'est que les Gilets jaunes? Et cette manifestation, on a vu qu'elle a baissé quasiment de moitié par rapport à samedi dernier. Qu'est-ce qu'il va en avoir? Ils ont aussi pour exister le relais médiatique. Ça, c'est toutes les manifestations l'ont pas. On a eu la marche pour l'environnement qui a été beaucoup moins médiatisée il y a quelques semaines. Donc ça, c'est une chance qu'ils ont. Mais comment vont-ils pouvoir s'inscrire? Jean Messia, est-ce qu'on pourrait avoir une situation à l'italienne? Est-ce que les gilets jaunes qui sont dans la rue aujourd'hui pourraient être au pouvoir dans 10 ans? Écoutez, en tant que tel, tout est possible. En tant que tel, je vois plutôt une transformation politique vers les partis. Vous savez, c'est compliqué pour Martin Luther King disait les barricades sont les voix de ceux qu'on n'entend pas. Donc tant qu'on n'entendra pas ce mouvement populaire, eh bien, il ne s'arrêtera pas de sitôt. Il pourra changer, il y aura des flux, des reflux, des mobilisations plus ou moins importantes, mais je crois que ça restera durablement, sinon dans la rue, du moins dans le soutien des Français. Ils vont rester à la politique d'après vous? Pardon? Ils vont rester à la politique ou ils vont se joindre peut-être au Rassemblement National, à Nicolas Dupont-Aignan ou à la France Insoumise? Je pense qu'ils vont se politiser et contrairement à monsieur, moi je ne crois pas que effectivement être élu pour arriver à de tels résultats et pour mettre toute la population dans la rue comme l'a fait Emmanuel Macron, c'est vraiment pas un acte de gloire et c'est pas quelque chose dont on peut se vanter. Donc être élu c'est très bien, encore faut-il être comptable de ses résultats devant la population. Ça pourrait être un problème dans les années à venir, ce mouvement de Gilets jaunes, s'ils arrivent à se structurer, s'ils arrivent à créer un parti pour le Rassemblement National? Mais attendez, la politique, les institutions, normalement dans un pays démocratique, doivent être le reflet des aspirations populaires. Donc à partir
partir du moment où les aspirations populaires s'expriment, ce n'est pas le peuple qui se trompe. Personne ne peut avoir raison contre le peuple. En revanche, il appartient aux institutions et à leurs représentants politiques de prendre en compte les aspirations du peuple, puisque ce sont eux qui votent pour eux. Enfin, c'est les peuples qui votent pour leurs élites. Donc les élites doivent prendre en compte les aspirations populaires. Moi, je crois qu'il y a un élément auquel il faut faire très attention, c'est que les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, on aurait tendance là un peu dans cette discussion comme ça et dans ce débat bâton rompu, de croire qu'ils auraient tous un espace naturel à aller vers le Rassemblement national. Contrairement à ce que monsieur nous a expliqué pendant toute une partie du débat, les aspirations, elles sont surtout sociales et elles viennent surtout d'une volonté de mieux vivre et de dignité. Vous avez surtout c'est votre névrose immigrationniste qui vous fait voir ça à travers le prisme. Moi, j'ai pas à travers le prisme de la diversité. Je ne vous ai pas coupé. À travers le prisme de la diversité. Ce que je veux dire, c'est que je pense que monsieur, pendant tout ce débat, il a affaibli une fixette, décidément. Des gilets jaunes. Jean Messia ? Il l'a affaibli. Jean Messia ? Oui, bien sûr. Non. Je pense que le Rassemblement national affaiblit le mouvement des gilets jaunes. Mais tous les sondages montrent que les Français refusent l'immigration. Arrêtez de vouloir gouverner. Je ne vous parle pas d'immigration, je vous parle du mouvement des gilets jaunes. C'est vous qui avez une fixette. Comme les gilets jaunes, avec la tête enfoncée en sable. Les gilets jaunes, ils veulent qu'on les écoute, qu'on les entende, mais pas qu'on les récupère. Mais qu'on les écoute sur leur quotidien et leur vie quotidienne. Sur le champ de la politique. Et ça, c'est une question qui va être importante. Et c'est ça qui est très important. Se faire entendre. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas plus légitime que moi. Mais d'ailleurs, moi, monsieur, contrairement à moi, j'ai pas essayé de récupérer le mouvement. Évidemment, parce que personne dans les gilets jaunes vote pour vous. Allez, messieurs, un peu de discipline, s'il vous plaît. Vous êtes méprisant pour nos électeurs. Moi, je méprise vos idées. C'est cacophonique, pas tous ensemble, s'il vous plaît. Je méprise votre bilan, monsieur. Allez, on a compris. De la situation de la France actuelle. N'essayez pas d'aller chercher dans le mouvement des Gilets jaunes une vérification de vos thèses politiques. Les Gilets jaunes, ce sont des citoyens. Allez, messieurs, c'est pas la hauteur. Allez, messieurs. Les Gilets jaunes qui nous regardent, ça doit leur faire mal au tripes. Mathilde Obino, pour terminer. Justement, leur grille de lecture des Gilets jaunes n'est pas politique. Ils vont penser à leur fin du mois, c'est des revendications sociétales. Mais en effet, leurs revendications, elles ne vont pas s'exprimer au regard de telle ou telle politique ou au regard de tel ou tel parti. Ça, c'est le quotidien. Ils votent, évidemment, c'est des citoyens. Ils vont voter pour les européennes dans quelques mois, et ça sera important aussi pour les politiques. Il y a des sondages là-dessus. Vous n'en savez rien. Mais si, arrêtez de vouloir manipuler. Laissez-la parler. On aura l'occasion. Mais vous n'en savez rien. Merci à tous les trois. Merci Mathilde Obino. Merci à vous Jean Messia. Merci à vous Pierre Jouvet d'avoir été avec moi ce soir. Tout de suite, c'est Julien Pasquet pour la suite de cette édition spéciale. Excellente soirée.